Trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Trust the process. Trust the process. Épisode 7 de Processus. Cette semaine, on fait un spécial sur la date limite des échanges, mais on y va avec les espoirs, les vendeurs, les acheteurs, du matériel pour vous plaire. Simon Snake Boisvert, allô? Salut Mathias. Notre cher Réal Pag, allô? Salut Mathias, salut Snake. Hey, les gars, juste prendre un moment pour dire que c'est la première fois qu'on tourne dans notre nouveau studio de podcast de la Commission athlétique. On est dans le studio qui s'appelle le Complexe JC Perrault. Puis c'est Best Buy qui nous fournit l'équipement technologique. Alors merci à tout le monde qui participe au podcast. Super. Simon, on va y aller avec l'actualité. Parce qu'évidemment, on est à quelques jours de la date limite des échanges. On va regarder chez le Canadien. Évidemment que Sean Monahan a été échangé il y a déjà quelques semaines. Il reste pas beaucoup de grands joueurs attrayants. Mais toi, qu'est-ce que tu peux voir dans ta boule de cristal pour le Canadien de Montréal? Bien, la question est de savoir pour le Canadien s'il décide d'échanger des joueurs qui sont encore sous contrat pour l'an prochain. Par exemple, David Savard. Est-ce que David Savard pourrait avoir plus de valeur pour une équipe qui pourrait l'utiliser pour 2 séries éliminatoires plutôt qu'une seule? Toi, évidemment, te connaissant, parce que là, on regarde ce que Tanev a rapporté, un choix de fin de 2 puis un choix de 3. Savard, ça va être pas mal un choix de 2, là. Toi, te connaissant pour tes juteux choix de deuxième tour. Moi, me connaissant pour la part d'un bon vétéran dans le vestiaire, tu sais, de grand frère. Puis sur la glace, quand même, une certaine stabilité, même si c'est pas Bobby Orr. Moi, je ne l'échangerais pas pour un choix de 2. Bien, je vais peut-être te surprendre, mais étant donné l'échange de Tanev, je suis d'accord avec toi. Oh! Oui. Puis ça te fait même pas mal au cœur, là. Toi qui aimes ça me fait mal au cœur de voir que Tanev va pas rapporter un choix de premier ronde. Ouais. C'est pour ça. Mais là, considérant la valeur du marché qui a été déjà établie, oui. Ben écoute, tu le gardes Savard, parce que de toute façon, il y a beaucoup de jeunes défenseurs du Canadien qui s'en viennent. Puis même si c'est moi qui dis ça, tu peux pas avoir 6 gars de 20 ans à défense. Puis tu veux pas envoyer Reinbacker et Mailloux tout de suite dans la gueule du loup. Tu veux quand même une année de plus pour la transition. Alors, pour un choix de 2, lointain choix de 2, possiblement, un 50-56e parce que choix. les équipes de tête vont choisir loin. Et tu peux l'échanger l'an prochain. Puis avoir peut-être le même... Peut-être le même retour. Alors, pour cette raison-là, je le garderais. À part ça, je pense pas qu'il puisse se passer grand-chose du côté du Canadien. Est-ce que Tanner Pearson a vraiment de la valeur? Peut-être pour quelqu'un qui a besoin d'un ailier de 4e trio, mais on va donner quoi pour un choix de 4, un choix de 5? T'es pas mal généreux. Oui, je suis pas mal généreux. 4 et 5. Alors, bon, les gardiens de but, qu'est-ce qui peut arriver? Qui veut de Jake Allen à 3,8 pour encore une année? C'est ça. Qui n'est pas très bon, on va se le dire. Depuis plus. Quelques saisons, je sais que la situation n'est pas facile avec le Canadien en reconstruction, mais Montembeault réussit quand même à être bon, ce que Allen ne fait pas. Je vois pas un club, parce que souvent, des fois, j'entends certaines personnes dire « Oui, mais il va aider telle équipe. » Je suis pas sûr qu'il va d'abord aider, puis deuxièmement, c'est quand même sur une masse salariale pour l'an prochain. Puis là, on parle d'un club de tête qui aurait besoin d'un gardien. Puis les clubs de tête, c'est coincé par le plafond. Tu ne vas pas chercher un auxiliaire sous-productif à presque 4 millions par année. Non. Si c'était sa dernière année de contrat, en retenant du salaire, peut-être qu'une équipe se dirait, ben écoute, on va avoir une police d'assurance au cas où, parce que tu sais, les gardiens, ça fluctue. Allen pourrait se retrouver avec une autre équipe et avoir une belle petite run, mais avec le contrat de l'an prochain, je vois pas personne qui va aller le chercher. Et là, évidemment, on va régler le cas de Josh Anderson, Brendan Gallagher, qui n'ont pas de valeur. C'est ça. Juste curieux, puis je reviens à toi, Pag, tout de suite après. On sait qu'il faut faire un peu de place en défense. Tu sais, avec Hudson qui s'en vient, Engstrom éventuellement et tout ça. Généralement, ces transactions-là ne surviennent pas à la date limite, là, quand tu échanges des plus jeunes. Mais disons, là, juste pour les fins de discussion, là, lesquels échangerais-tu, toi, pour faire de la place? Pour faire de la place aux jeunes?
Je te prends un peu par surprise. Non, c'est pas par surprise. C'est juste que ça dépend de la philosophie. T'sais, moi, si tu fais une grosse offre Mike Madison, je le fais. Oui. C'est une façon de faire de la place. C'est sûr. Tu peux faire de la place en échangeant un jeune aussi. Moi, si tu me fais une grosse offre, ou une bonne offre pour Logan Mailloux, moi, je prends une chance de le laisser aller. C'est quoi une bonne offre? Pour Logan Mailloux, je te dirais un choix, mettons, pas plus loin que 16 ou 17. OK, ben tu y as remonté dans ton estime, ce Mailloux-là. Non. Je parle de la perception que d'autres équipes peuvent avoir de lui. Mais si on te donne un choix de 2, le laisses-tu aller? Non. Je viens de te coincer, là. Non, tu m'as pas coincé. Quand même, là. Non, tu m'as pas coincé parce que ça m'étonnerait, premièrement, qu'une équipe offre un choix de 2. Puis deuxièmement, même si on l'offrait, ben écoute, tu le gardes, puis t'espères que sa valeur monte un petit peu avant qu'elle redescende. C'est sûr qu'une équipe peut offrir un choix de 2, là. Moi, j'ai entendu que Justin Barron avait encore la valeur d'un choix de première. Fait que j'imagine que Mailloux va avoir ça. Il y a Jack Eye aussi qui peut... Ben moi, Mailloux, si tu me donnes un choix de première, je le prends puis je cours avec. OK. Il y a 12 défenseurs en ce moment dans l'organisation qui ont une chance de jouer régulièrement dans la Ligue nationale. Il y en a 12. Il va falloir que tu en coupes au moins 4-5. OK. Puis t'es directeur général, tu as piqué ma curiosité. C'est quoi une bonne offre pour Mike Madison? Une bonne offre, Mike Madison. Encore là, il faudrait que ça soit un choix de première en dedans du top 20. Ouais. Je veux pas que ça soit des genres de trucs de 27e choix, puis un choix de deuxième. Ça prendrait ça et un jeune attaquant. OK. Un jeune attaquant, pas Emil Heinemann, là. Non. Un jeune attaquant, puis pas non plus un top espoir, mettons, comme Will Smith des Sharks, là. C'est pas ça que je dis. Non, ça, c'est jamais changé, non, ce gars-là. ça, c'est jamais changé. Mais peut-être, à part Philippe Forsberg, mais ça, on en reparlera. Ouais. Alors, moi, je te dirais peut-être un gars qui se situe entre les deux. Tu sais, mettons, exemple, là, mettons que les Sharks ne pas plus qu'il faut sur Quentin Musty, un de mes préférés, mais qui a été choisi en fin première. Tu rêves, là. Moi, je rêve, mais il a quand même été choisi fin première. Il y a 25 équipes qui l'ont laissé passer. Un genre d'échange comme ça. Oui, mais les Sharks n'ont pas besoin de Madison. C'est ça. Je le sais, le c'est un exemple. problème, c'est ça, c'est que les clubs qui repêcheraient en bas du top 20, ben généralement, n'ont pas ce besoin-là d'un vétéran. Ça, tu as raison. Mais moi, je vais ajouter quelque chose. Peut-être que les équipes en reconstruction n'en veulent pas de Madison. Oui. Mais pourquoi pas une équipe, exemple, je ne sais pas moi, Blues de Saint-Louis, Wild du Minnesota, exemple. Là. Mais tu vois, Doug Armstrong à Saint-Louis, il est quand même il est futé. C'est des genres de trucs qu'il fait, ça. Oui, mais lui, il va les échanger, là, ces joueurs. Oui, il parle d'échanger Buchnevich. Alors, lui... alors qu'il est quand même en série. Fait que je pense pas que c'est le poisson recherché. Mais je te parle de position au classement. Ouais. Ça prendrait une équipe qui est à peu près au milieu de peloton, puis qui se dit, ben là, on est prêt à sacrifier un jeune puis un choix, parce que l'an prochain, il faut qu'on fasse les séries. Islanders. Les Islanders qui sont déjà dans le trou. Venir aider Ils sont vraiment dans le trou. Pour le futur, en ce moment, les Islanders, ils ont la pire banque d'espoir, le pire alignement. Le Wild, peut-être. Le Wild a beaucoup de jeunes. Le Wild a beaucoup de jeunes. En ce moment, ça prendrait une équipe comme ça qui pourrait dire, ben là, Madison peut nous aider, des équipes peut-être moins fortes à la défense, mais qui veulent quand même être compétitives l'an prochain. Ouais. Mais c'est sûr que les Blackhawks de Chicago le feront pas. Non, c'est les ça. Sharks le feront pas, les Ducks le feront pas. Ouais. Bon, parfait. Ben écoute, on a fait le temps. Avais-tu un petit truc? Oui, ben c'était juste pour revenir un peu sur le cas de Savard. Ouais. Permettez-moi de vous ramener sur quelques épisodes auparavant où est-ce que je questionnais un peu l'échange de Monahan. Je sais que c'est possiblement pas comparable étant donné les positions, mais ce que vous m'aviez dit à l'époque, c'était c'est pas important cette année. Cette saison-ci, non plus, c'est pas vraiment important. Ouais. La saison prochaine, probablement plus. Mais justement, est-ce que vous voulez pas miser sur le besoin de regarnir les espoirs ou la banque d'espoirs tout de suite et les développer c'est que là, tu es dans une période de reconstruction, de croissance, mais tu as besoin de menuisiers, tu as besoin de gars comme Savard pour aider à la pédagogie aussi, à aider ces jeunes à grandir là. Fait qu'à un moment donné, un choix de fin de 2, tu as tellement repêché de joueurs dernièrement, pour un choix de fin de 2, c'est presque un coach, ce gars-là. Ouais. Tu sais, les jeunes arrivent, il les amène à souper, il sert de modèle aussi dans sa façon de jouer un Jack Eye, par exemple.
puis tu ne veux pas précipiter certains jeunes dans la Ligue nationale. Fait que pour un, Mais moi, un je me choix de fin de situe deux, ouais. dans le camp de ne pas l'échanger. Ouais. Mais je veux dire, on dirait que c'est les mêmes arguments qu'on pouvait appliquer à Monahan, qui pouvaient aider les jeunes au centre. Et... Monahan valait plus. Et l'autre truc, c'est que Savard a encore une année. C'est ça le point important. Ouais. Savard a encore une année de contrat. Monahan allait être joueur autonome sans compensation et on lui avait probablement dit on va t'échanger une équipe de tête. Savard, s'il était joueur autonome sans compensation cette année, il part. Ouais. C'est sûr qu'il serait parti. Et de la même façon que si Monahan avait encore une autre année de contrat, il serait peut-être resté aussi. Mais moi, on m'a souvent dit, tu crois pas à l'idée d'avoir des vétérans, tu veux 20 jeunes dans l'équipe. Non. Ça, c'est pas vrai. Sauf que moi, je vais interpréter ça autrement. Moi, j'aimerais mieux échanger un gars comme David Savard puis aller me chercher quelqu'un cet été. Un genre de mercenaire. Ouais. Les Blackhawks de Chicago l'ont fait avec Nick Foligno puis Corey Perry. Corey Perry, ça n'a pas marché. Des raisons hors glace. Mais regarde, on est allé le faire avec Nick Foligno. Mais alors, Chicago a vidé tous les vétérans et après ça, ils se sont regarnis sur le marché des joueurs autonomes. Plutôt que de garder tes vétérans qui ont une certaine valeur. Alors, à ce moment-là, moi, le choix de 2 pour Savard, c'est certain que peut-être je le prendrais si on me disait, ben, cet été, tu peux aller chercher l'équivalent sur le marché des joueurs autonomes. Mais tu sais, il est déjà implanté à Montréal. Ouais. C'est un gars de la place. Il a un bon rapport avec les entraîneurs. Il y a une limite aussi à transplanter des joueurs d'ailleurs. Ouais. Mais bon. Mais en tout cas, Chicago le fait. On verra si ça va marcher. Mon autre question, c'était par rapport à Jake Allen. Ouais. Parce que c'est sûr qu'il n'y a pas d'avis, mais la conversation qui tourne... Il n'y a pas de valeur, excusez, mais la conversation qui tourne autour de lui, c'est que la valeur, ça serait plutôt sur notre capacité à retenir son salaire. Ouais. Fait que à quel point vous pensez que ça bonifie l'offre qu'on peut recevoir pour lui et à quel point ça vaut la peine d'échanger dans ce cas-là? Ben, regarde, chaque équipe a le droit à trois chances de retenir un salaire. En ce moment, ils en ont 2. Ils en retiennent 2. Il y a Petrie et, écoute, c'est lequel? Donc, c'est de Smith ou peu importe. Il y en a 2. Il en reste une. Si tu retiens le salaire de Allen pour obtenir un choix de 6e tour ou de 5e tour, est-ce que ça vaut plus la peine que d'être un 3e parti dans un échange pour aider un club à faire un échange puis obtenir un choix de 3 ou de 4? Fait que c'est ça qu'il faut mesurer aussi. Tu te peintures dans le coin parce que tu as moins de marge de manœuvre pour retenir du salaire peut-être l'an prochain. Aussi. Oui, bien là, il y a Petrie qui s'en va, fait qu'il va en rester seulement un, mais pour cette année, c'est peut-être pas avantageux. Non. Je pense que Kent Hughes va mesurer qu'est-ce qui est le plus avantageux d'ici la fin de l'année pour en retenir un. Est-ce que c'est Savard? Fait que lui, il faut qu'il garde vraiment cet atout-là jusqu'à pas mal la toute fin, à moins d'être vraiment sûr. Mais ça veut-tu dire d'abord que la meilleure façon de se sortir du problème des 3 gardiens, c'est d'échanger Primo? Oui. Oui, mais c'est parce que Allen, si tu réussis à t'en départir, c'est que là, il est plus vieux, il coûte plus cher, puis Primo est meilleur que Allen en ce moment. Oui. Ce qui n'est pas peu dire. Mais c'est ça. De toute façon, les équipes qui veulent un gardien en ce moment, ils vont appeler bien plus les Sharks pour avoir Kakkonen que pour avoir Allen. Et là, en ce moment aussi, c'est ça. Tu as New Jersey qui est toujours dans la course pour Markstrom. On verra qu'est-ce qu'il va se passer. Qui, lui, a encore du temps. C'est pas un joueur autonome, mais quand même. Markstrom pour New Jersey, ça peut être très urgent parce que New Jersey, c'est là que ça se passe. Ouais. Alors, on a remplacé évidemment les questions des auditeurs cette semaine par de l'actualité canadienne à quelques jours de la date limite des échanges. On va faire un peu la même chose pour le deuxième bloc. Au lieu de parler des espoirs du Canadien, on va regarder quelles ont été les meilleures ventes, les meilleurs achats, les pires ventes et les pires achats dans l'histoire quand même récente et un peu moins récente du Canadien. Simon, veux-tu commencer avec les achats ou les ventes? On peut y aller avec les achats. Oui. Moi, je pense à un achat en particulier. 2014, on est allé chercher Thomas Vanek. Oui. Et on a échangé en retour un choix de 2e ronde et Sébastien Kohlberg. Oui. À l'époque, ça semblait peut-être un peu risqué
de donner Sébastien Kohlberg, un espoir que plusieurs avaient en haute estime. Pour un joueur de location. Pour un joueur de location, avec vraiment aucune garantie que le Canadien pourrait aller loin, mais ils ont fait le carré d'as. Et Sébastien Kohlberg est disparu dans la brume. Beaucoup, pourtant, que j'aimais beaucoup. Puis que beaucoup d'autres aussi. Tu n'étais pas le seul. Écoute, là. je l'avais top 10. Moi, je pensais que ça serait un joueur top 6 pour le Canadien. Et puis finalement, il s'est retrouvé dans la Ligue américaine avec les Islanders de New York, qui avaient échangé Vanek. Et il a disparu dans la brume et est retourné en Europe. Alors, on peut dire que ça avait été quand même une bonne transaction parce que Vanek avait bien joué. De Marc Bergevin. On l'a perdu à la fin des séries, mais ils se sont quand même rendus au carré d'as. Oui. Alors, on peut dire que cette transaction-là a été un succès. Ça veut dire que le personnel du Canadien avait probablement bien évalué 2 ans après le repêchage de Kohlberg que ce n'était pas l'homme de la situation. Exact. Puis, n'eût été de la blessure à Carey Price, peut-être qu'ils auraient atteint la finale. Oui, ça aurait été dur en finale contre les Kings, par exemple. Mais quand même, oui. Ouais. OK. Fait que ça, c'est un cas de vente réussi. Puis, on n'a pas signé... Marc Bergevin a décidé de ne pas conserver Vanek. Il a fait son travail, puis on ne voulait pas lui donner un contrat à long terme. Et ça a été une bonne chose. Exactement. Est-ce qu'on a eu plus de chance contre les Kings d'antan que contre le Lightning de 2021? Oh, je te dirais encore moins. Les Kings en 2014, c'était un véritable rouleau compresseur. Puis là, on a su après les séries en 2021 que Price et Weber n'avaient plus rien dans le corps. D'ailleurs, ils ont pu jouer, ou presque, Price, quelques matchs pour la postérité, mais ils n'ont pu jouer après ça. Un autre échange qui, à l'époque, n'avait pas coûté très cher, mais on a eu un joueur à Montréal qui a joué plusieurs années, Jeff Petrie. Oui. Les Oilers Edmonton, à l'époque, il y a une dizaine d'années, étaient en train de vider le club. Craig McTavish venait d'être nommé directeur gérant. Et l'idée à Edmonton, c'était de faire comme Chicago fait en ce moment. Oui. C'était d'échanger tous les vétérans, peu importe ce qu'on obtenait en retour. Alors, Jeff Petrie, les Oilers ont attendu, ils espéraient un choix de premier tour qui n'est jamais venu. Alors, Marc Bergevin a frappé avec un choix de 2e et un choix de 5e. Et Petrie est resté à Montréal. Il a quand même eu des bonnes saisons. Des bonnes années. Et ensuite, il a rapporté Mike Madison l'an dernier dans un échange. Bien, non seulement il a rapporté Mike Madison, il a rapporté un choix de 2e tour ensuite quand Pittsburgh a voulu s'en débarrasser. Oui. Fait que ça a été très payant. Il y a un 3e achat qui a été quand même payant pour le Canadien. Oui, 2004. Bob Gainey, directeur gérant, qui va chercher juste avant le fameux lockout, Alexis Kovalev. Et il a échangé Kovalev en retour d'un choix de 2e ronde aux Rangers et Joseph Ballé, un espoir qui n'a jamais rien fait pour les Rangers. Et là, ça n'a pas donné grand-chose aux Canadiens dans l'immédiat, mais Kovalev a quand même re-signé à Montréal et au retour du lockout, il a quand même connu quelques bonnes saisons, dont une en 2008 où il avait eu 84 points et qui avait fait vibrer le Centre Bell, si je me souviens. Mais vous savez que ça aurait pu coûter quand même un peu plus cher que ça. Plekanec. Bien, ce qui est arrivé à l'époque, c'est que Bob Gainey avait dit à Glenn Sater, regarde, je te donne un choix de 2 et tu choisis ton joueur à Hamilton, que ce soit Ron Hainsey, Marcel Ossa, Thomas Plekanec ou Joseph Ballé. Et le recruteur de l'époque des Rangers, qui était établi à Hamilton, était toujours là, les suivait. Et cette année-là, Ballé était le meilleur compteur de la Ligue américaine. Alors, pour lui, s'il n'était pas question de prendre quiconque autre que Ballé, et les Rangers avaient choisi ce joueur-là qui finalement n'a jamais percé. Plekanec, à ce moment-là, on ne le voyait pas comme un espoir de premier plan. Et finalement, il est devenu le centre de Kovalev. C'est dire comment, quand tu vends la qualité de tes recruteurs professionnels, le flair, ben écoute, des fois, tu peux te tromper aussi, mais dans certaines transactions, ça peut coûter cher à long terme. Il y a un billet aussi qui peut s'établir quand un recruteur a trop le nez collé sur une équipe. Oui. Alors, tu me dis que le recruteur était à Hamilton. Alors, il avait probablement vu beaucoup de matchs des Bulldogs. Oui. Mais peut-être qu'il aurait fallu qu'il regarde un petit peu d'autres choses, tu sais. Puis, alors, il était vraiment, vraiment aligné sur ce joueur-là. Alors, qu'est-ce que tu veux? Ça a été très bon pour le Canadien. La rumeur dit que le scout en tant que tel s'est fait dire du balai. Oh.
Bon. Mais paix à son âme, je pense que c'est un monsieur Hodge ou Ah oui? Non. mais en tout cas, il est décédé il y a plusieurs années. C'est un vieux de la vieille, un ancien de la Ligue nationale. Je vais essayer de retrouver son nom. Allons-y avec les ventes. Ouais. Les ventes, écoute, il y a quand même des ventes qui ont été intéressantes au fil des années. Bien, la plus intéressante, je te dirais, elle remonte à 2007, alors que le Canadien avait échangé un valeureux défenseur défensif, Craig Rivet, Ouais. qui était avec l'équipe depuis nombre d'années, qui devait devenir joueur autonome. Et les Sharks de San Jose, à l'époque, se sentaient près de la Coupe. En fait, les Sharks, ils ont été près de la Coupe pendant 10-15 ans, Ouais. là, sans jamais la gagner. Et ils avaient donné en retour Josh Georges, qui est un genre d'équivalent de Rivet, mais qui a Ouais. eu une... Qui est devenu un équivalent oui, de Rivet. qui était un jeune dans le temps qui commençait et qui a quand même eu une carrière honnête avec le CH. Ouais. Et surtout, un choix de première ronde, le 22e au total, en 2007, qui s'est avéré Max Pacioretty. Exactement. Oh. Puis c'est que non seulement que Pacioretty est devenu un marqueur de 30 buts et plus de façon régulière avec le Canadien, mais tu regardes aujourd'hui, puis j'avais fait une chronique récemment là-dessus aussi sur toute la piste qui a mené de l'échange de Rivet à aujourd'hui, et c'est Nick Suzuki. Mm. Alors, en plus, Tatar est venu boucher un trou pendant quelques années. Alors ça, mais encore là, c'est une vente où tu dois bien repêcher. Parce que si le Canadien rate son coup avec Pacioretty, C'est un échange qui passe dans le beurre. exactement. Un peu comme l'échange suivant dont on va parler. Oui. Vincent Lafousse, Oui. échangé pour un choix de première ronde. Au Sharks de San Jose. Au Sharks de San une Jose fois. encore, qui se Par croyait Régent proche de Houle. la Coupe. Ouais. Oui. Mais là, le premier choix en question est devenu Marcel Ossa, Ouais. le frère de Marianne. Alors, à ce moment-là, ça, c'était pas un repêchage qui était très, très fort. Non, Alors, on peut pas vraiment blâmer là, trop les recruteurs du Canadien. non. Mais il avait reste quand pas même que grand-chose. c'est un échange qui, finalement, n'a rien rapporté. Et Danfous, ironiquement, est un joueur qui était bien supérieur à Rivet. Oui, puis il est en fin de contrat. Fait que c'est un joueur de location qui a eu quelques belles années à San Jose. Mais juste pour la petite histoire aussi, Vincent n'a pas apprécié la façon dont l'échange s'est fait. Mm. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette histoire-là. Non? Alors, il y a Stéphane Quintal et Vincent Danfous étaient sur le marché à ce moment-là. Et le Canadien allait jouer à Calgary. Et la date limite des échanges, croyez-le ou non, se terminait quand le Canadien était dans les airs, entre Montréal et Calgary. Mais non. Alors, Danfous et Quintal disent à Régent Houle, est-ce qu'on risque d'être échangé? Puis, il n'y a rien de conclu. Fait que Régent Houle dit, garde, il faut monter. Fait qu'ils font leurs 5h30, 6 heures de vol jusqu'à Calgary. Vincent Danfous arrive à Calgary, échangé. Alors là, lui, il faut qu'il récupère ses effets personnels à Montréal, reste dans l'avion, retourne dans le même avion avec le personnel de bord. Alors, se tape un 10-12 heures de vol Impossible. cette journée-là. Il y avait le téléphone dans l'avion à cette époque-là? Oui, il y avait des téléphones dans Ouais. les avions, mais des téléphones avec un fil, là. Ouais, je suis pas sûr que ça... Non. J'avais déjà essayé à l'époque. puis, Ouais, c'était pas... c'était pas terrible. Mais les cellulaires existaient, c'est juste que tu n'avais pas le droit de t'en servir, puis en tout cas, ça rentrait plus ou moins, là. Mais il y a une affaire, par contre, là-dedans, dans cet échange-là, c'est que suite à cet incident-là, on avait discuté, puis ça revient au fil des années, Ouais. qu'il n'y ait pas de match le jour Ouais. de la date limite des transactions. Mais ça ne s'est jamais concrétisé. Non. Puis là, tu vois, c'est un vendredi même cette année. Et tu vois, écoute, pour revenir à la fameuse histoire, ben on va peut-être y revenir tantôt sur Marcel Ossa, là, mais Marianne Ossa, mais je vais vous expliquer toute l'histoire des gants qui a été confirmée après par Pierre Gervais, qui m'a tant causé de soucis, mais bon. Allons-y avec les autres, les autres ventes. Moi, j'en ai une que tu n'as pas nommée encore, qui est la numéro 1 pour moi, mais vas-y. Oui. Ben, Ah moi, non, qui n'est pas numéro 2, ouais, vas-y. moi, je voulais parler de Tyler Toffoli, il y a une couple d'années. OK. Ça, on n'a pas encore le résultat final. Ouais. Dans le sens qu'on ne sait pas ce qui va advenir des joueurs obtenus en retour, mais le premier choix a donné Philippe Méchard. Ouais. En ce moment, ben, c'est sûr que c'est plus ou moins bien parti. Et Emil Heinemann, qui, bien qu'il marque des buts à Laval, on ne croit pas que ça puisse être un joueur là, plus que quatrième trio s'il atteint la Ligue nationale. Mais souvent, dans ces échanges-là, il faut comprendre que c'est très rare que l'espoir échangé
est un espoir de premier plan. C'est sûr. OK? Il faut plus que tu comptes sur ton premier choix pour aller chercher un bon espoir Ouais. que pour l'espoir échangé. Souvent, c'est juste pour faire équilibrer le nombre de contrats ou simplement dire que, ben écoute, on va prendre une chance sur tel joueur. Mais c'est la même chose au baseball. Souvent, c'est pas... c'est rare que tu vas donner un espoir de premier plan pour un joueur à la date limite de transaction, surtout que Toffoli, c'est un bon joueur, mais c'est pas une vedette. Oui, fait que Kent Hughes a fait la première partie du travail, mais il faut que évidemment que tes recruteurs collaborent ou que les équipes adverses collaborent. Parce que quand Kent Hughes, encore une fois, a vendu Ben Sherratt aux Panthers de la Floride, en première moitié de saison, l'an dernier, les Panthers n'allaient pas bien du tout. On rêvait même à la loterie. Oui. On espérait peut-être un choix dans le top 10 pour Ben Sherratt. Et finalement, les Vlimeux sont rendus en finale de la Coupe Stanley. Ça a donné le 31e choix au total, dont on s'est servi pour aller chercher Alex Newhook, quand même on peut dire que l'échange de Ben Sherratt déjà rapporte beaucoup plus que celui de Toffoli. Oui, parce que Newhook est un jeune joueur. Alors, c'est l'équivalent quasiment d'un choix de première ronde, mais avec quelques années de développement derrière la cravate. Exactement. Ouais. Et là, Simon, tu n'as pas encore nommé une vente extraordinaire qui, pour moi, est pas loin quand même de celle de Craig Rivet, qui a été faite par notre ami Marc Bergevin, qui est un coup absolument exceptionnel avec les Blackhawks de Chicago, son ancienne équipe. Il a échangé 2 joueurs de soutien, vraiment, là, carrément, joueurs autonomes, Thomas Fleischmann et Dale Lewis, pour Philippe Danault, qui est un choix de fin de premier tour. On disait que le plafond offensif était extrêmement limité. Ouais. Et un choix de deuxième tour. Et là, on a eu besoin de la collaboration des recruteurs parce qu'on a repêché Alexander Romanov 2 ans plus tard avec ce choix-là. Et Romanov est devenu Kirby Dach. Pour moi, là, ça a été une des grandes ventes ça, du Canadien. Comme tu vois, Pac, Mathias aime beaucoup il aime beaucoup les arbres transactionnels. Ouais. Il est à veille de retourner là, à l'échange de Wayne Gretzky là, pour nous faire un arbre. Non, mais tu vois comme... L'arbre existe encore d'ailleurs. Mais l'arbre de Wayne Gretzky. Danault a été un joueur important pour le Canadien. Oui. Et Romanov va rapporter Dach quand même. C'est un arbre qui est encore jeune, là. C'est pas un vieux chêne, là. L'erreur que le Canadien a fait, ça a été de laisser aller Danault comme joueur autonome sans ni le re-signer, ni l'échanger. Ouais. Ça a vraiment été... Ça, c'est un actif qui a été carrément gaspillé Exactement. parce que Danault est encore un bon joueur à Los Angeles. Puis on ne voulait pas lui donner son 5,5, mais on a donné 6,5 à Gallagher. M. Gallagher. Dans son Mais cas, voilà. c'est-tu plus qu'il ne voulait pas signer ici Non. versus l'argent? Il l'aurait... il voulait, mais il croyait mériter un peu mieux. Et il méritait un peu mieux aussi. Oui. C'est lui qui a aidé Gallagher Tatar. Là. Ben oui, quand on pense au montant qu'il a donné à Gallagher quelques instants plus tard. Et Petrie aussi, Oui. dont il a fallu se débarrasser. Alors, ça a c'est- été la fin du parcours. Moi, je trouve que Marc Bergevin a fait du bon travail pendant plusieurs années, mais sa fin de règne, ben, comme la fin de règne de Serge Chavard aussi, tu sais, toute bonne chose a une fin. Ben, au bout d'un certain temps, ça devient plus difficile. Pierre Bergevin, c'est par les mauvais contrats qu'il a octroyés Ouais. qui handicapent encore Ouais. Kent Hughes. Là. C'est surtout de ce côté-là. Il y en Exactement. a des fois, c'est des échanges. Il y en a des fois, c'est le repêchage. Il y en a d'autres, c'est les mauvais contrats. Bergevin, ça a été surtout les mauvais contrats. Oui, parce que c'est ça, tu te retrouves. Il faut jamais que tu oublies qu'un joueur va s'user. Fait que c'est beau signer Gallagher quand il vient de produire une bonne saison puis que tu penses qu'il va compter 30 buts, mais il faut que tu regardes quelques années en avant. Le Price, ça a cassé. Weber, ça a cassé malheureusement les blessures des joueurs de talent. Gallagher, et là, tu te retrouves avec... c'est ça. Écoute, t'es toujours mieux d'échanger un joueur un an trop tôt qu'un an trop tard. Ouais. Ou de le signer à long terme, alors que tu sais que les 2-3 premières années du contrat vont être correctes. Ouais. Mais après ça, les 4-5 dernières, ça va être un véritable albatros. Là, c'est drôle parce qu'on cherchait, puis tu sais, Dieu sait qu'il y a des équipes qui sont vraiment gourées dans les achats. Le Canadien n'a pas fait tant de mauvais achats dans les dernières décennies. Écoute, Marc Bergevin ne donnait pas de choix de premier tour. C'était surtout des choix de deuxième tour. Il n'y a pas vraiment eu d'échanges catastrophiques. Non, mais le Canadien, il n'y allait pas pour la coupe.
Parce qu'il n'y avait pas les chevaux pour aller pour la Coupe Ben, aussi. Marc Bergevin, quand même, il y a des années où le Canadien était en tête du classement. Il ne faut pas l'oublier. 2012-2013, c'est des équipes quand même qui étaient au sommet dans l'Est. Ouais, mais il savait peut-être qu'il n'y avait aucune chance contre Chicago puis Los Angeles aussi. Ben, il s'est quand même essayé. Tu sais. Et même les années Gainé, il a quand même donné un choix de premier tour, mais pas à la date limite des échanges pour Tanguay. Il était allé chercher des gros joueurs autonomes. Fait qu'il aurait pu se laisser tenter quand même par des achats. Puis on n'a pas fait trop de folie à la date limite des échanges. Non. Bon, ben écoute, je pense qu'on a... Oui, vas-y. Oui, mais c'est juste... je m'excuse, je reviens 2 questions en arrière. C'est correct. C'est juste pour parler de Newhook, parce que je trouve que c'est comme un des espoirs dont on parle moins, c'est parce qu'il est moins flashy. Moi, je me pose simplement comme question, c'est quoi que vous voyez comme son plafond pour Newhook? Tu peux commencer. Ce qu'il est en ce moment. Un joueur de milieu d'alignement. Ben oui, mais là, il vient quand même... il vient d'avoir 23 ans. Il a été blessé. Ouais. Je pense pas que ce soit un joueur dominant, mais pour moi, ça peut être un bon joueur de deuxième trio. Capable d'aller chercher entre 45 et 55 points s'il est bien utilisé. Je le vois davantage à l'aile. Mais tu sais, dans une bonne formation, tu es content d'avoir un attaquant comme numéro 6, là, comme lui. Il est encore jeune. Pour moi, c'est un joueur de qualité. Et pour moi, c'est supérieur à un 31e choix au total et un choix de 2. Oui, ça, je suis d'accord. Il y a une chose aussi, Pag, dans le cas de Newhook, en 2019, je l'avais 6e sur ma liste avant le repêchage. Alors, tu comprendras que pour moi, en ce moment, ce qu'il est devenu est une déception. Ouais. Bien qu'il soit pas pire, là. Ouais. C'est quand même une déception. Et puis, c'était un joueur, qui était admissible pour jouer dans la Ligue junior majeure du Québec, ou plutôt la Ligue de hockey junior maritime Québec maintenant. Ouais. Et il a décidé d'aller jouer dans la BCHL en Colombie-Britannique. Et ça, il y avait eu des statistiques ronflantes. Ouais. Et ça, c'en est un autre, comme Tyson Jost. L'avais-tu recommandé ou... Pour notre équipe? Oui, parce que je sais que tu as recommandé Farrell, tu as recommandé Harris. C'était pas un joueur américain, Newhook. Ah. C'était un joueur canadien qui était des Maritimes. Oui, OK. Oui, c'était un joueur fallu qu'il soit repêché par la Ligue junior majeure. Okay. Dans le repêchage, Okay. je pense même qu'il y a une équipe, je pense qu'il l'avait pris. Okay. Mais finalement, il nous avait dit à toutes les équipes de la Ligue, je n'y vais pas, je m'en vais dans les collèges américains. Mais avant, il avait été obligé de faire une transition dans une Ligue junior A. Ouais. Et il était allé dans la BCHL. Il avait été le meilleur joueur de la BCHL à 17 ans. Alors, vois-tu, là, il y a une tendance, là, puis on va en reparler dans un autre podcast, là, la force de ces ligues-là. Pour un Cale Makar dans les ligues juniors d'Alberta, il y a des Alex Newhook, qui est correct, c'est un bon joueur, mais il y a des Alex Newhook qui, pour moi, ou surtout Tyson Jost, avaient attiré beaucoup plus l'attention. Fabro était là aussi, non? Dante Fabro avait joué aussi, vois-tu? Dante Fabro, bien ordinaire. Ouais. Alors, à un moment donné, là, les super joueurs de Junior A, il faut faire attention. C'est dur, hein, d'évaluer avant c'est dur. Mais ça, à un moment donné, on en parlera. Okay. Puis tu parlais de Newhook à l'aile. À ton avis, est-ce qu'il s'il joue à l'aile, il monte plus sur un deuxième trio qu'un troisième? Oui. Mm-hmm. Je sais que le Canadien l'a aimé avec Suzuki et Caulfield. Je ne sais pas si on va vouloir garder... Là, on aimait bien le duo de Slavkovski avec Dak. J'ai hâte de voir ce qu'on va en faire, mais pour moi, il va jouer sur un des 2 premiers trios à l'aile. J'ai l'impression que lui, il a le goût de jouer au centre, là, mais... Ben, dis-toi, Mathias, Colorado l'avait probablement en haute estime. Puis on l'a même essayé de le faire jouer sur le top 6. Ben, pour remplacer Kadri au centre du deuxième trio. Ça n'a pas vraiment marché. Alors, si on le laissait aller, c'est parce que, en tout cas, il y avait... Mais à l'aile d'un deuxième trio, il est à sa place, là. Ça dépend de la force de ton club. Ouais. Pour ça, j'ai dit milieu d'alignement. Ouais. Quand j'ai milieu d'alignement, ça veut dire que selon les séquences, le gars peut rouler soit 15 ou 18-19 minutes par match. Mais tu sais, regarde Colorado, regarde Tampa. Les ailiers de deuxième trio, c'est pas tous des superstars, là. Non. Fait que, à cause du plafond, il y a quand même des trous partout. Oui, il y a des trous. Newhook, c'est quand même pas un... Écoute, c'est pas un inconvénient de l'avoir sur une ligue. Ouais, là, c'est pas pire. Là. Ouais. Puis, justement, si on pense à Newhook au Colorado, y a-tu un billet de... Il joue derrière... McKinnon? McKinnon, oui. Ben, d'une certaine façon, ça lui enlève de la pression parce qu'il va affronter une opposition qui est légèrement inférieure. Mais mon point, c'est de dire...
Le coach, il envoie McKinnon en se disant tabarouette, là, je suis confiant, j'ai McKinnon sur la glace. Puis le deuxième trio, après ça, ton centre, c'est New York. C'était trop jeune. Il était trop jeune Ouais. pour avoir des responsabilités comme ça avec une équipe qui visait la coupe, qui voulait gagner la coupe pour une deuxième année. Oh, tu as des jeunes qui n'ont pas cette capacité-là. Il faut que tu sois vraiment une future superstar pour résister à cette pression-là. Écoute, la date limite des échanges, il y a beaucoup de directeurs généraux qui vont dire c'est une des pires journées pour nous, comme la date, la date où le marché des joueurs autonomes ouvre l'été, parce que c'est là que tu peux faire les plus grosses gaffes. D'ailleurs, il y a les émissions spéciales qui commencent à 6 heures du matin. C'est une journée où les équipes ont tendance à vraiment surpayer, parce que tu as encore l'espoir, la pensée magique que tu peux aller chercher le joueur qui va faire la différence en série. Et nous, évidemment, à BPM, on est en ondes de toute façon, mais maintenant, à la télé, tu as des émissions qui commencent à 6 heures, puis souvent, il se passe pas grand-chose, parce qu'il y a déjà eu des échanges avant, dans les semaines qui précèdent. Puis là, les plus gros échanges sont annoncés vers... Écoute, si la date limite des échanges est à 3 heures, des fois, c'est même 3h30 le temps que les échanges soient annoncés. Simon, je t'ai donné un petit devoir. En fait, c'est pas un devoir. C'est juste qu'on a discuté, puis on savait un peu, mais je t'ai demandé de revoir le fameux échange. Puis là, on va plonger dans l'histoire. Mais c'est un échange qui est important et qui a encore un impact aujourd'hui, qui a fait en sorte que ça a lancé une mode qui ne s'est jamais estompée sur les ventes et les achats à la date limite des transactions. Alors, on remonte 44 ans en arrière, en 1980. T'avais quoi, 10-11 ans dans ce temps-là? moins 8. OK, quand même. C'est important de connaître l'histoire parce que l'histoire, souvent, te fait comprendre le présent. Exactement. J'ai étudié en histoire, d'ailleurs. Hein? Je peux bien comprendre. Ah oui. Ouais. Mais souvent, on rejette ça, mais c'est drôle, des fois, l'évolution du hockey. Ouais. Et puis, les Islanders de New York, à ce moment-là, étaient à l'aube de gagner la première de leurs 4 Coupes Stanley consécutives. Ouais. Et là, bien qu'ils avaient des grosses vedettes comme Trottier, Bossy, Potvin, ils trouvaient qu'il y avait un ingrédient manquant. Les Kings de Los Angeles, à l'opposé, avaient un gros trio de celui de Marcel Dionne, mais il n'y avait pas grand-chose d'autre dans l'équipe, ça piétinait, et ils décident de faire un échange avec les Islanders de New York, pas pour aller chercher des compensations futures, des choix, des espoirs, non. Ils sont allés chercher un marqueur de 25 buts, Billy Harris, et un défenseur 5e ou 6e, David Lewis, en retour de leur centre numéro 2, Butch Goring, qui était un gars qui avait des 60, 70, 80 points à chaque année. Goring était déjà un vétéran établi, et les Islanders se sont dit, c'est le gars qui nous manque. C'est l'ingrédient qui nous manque, et ça a été un miracle. Goring, écoute, il y avait un vieux casque, là. Je ne peux même pas imaginer comment un joueur pourrait avoir ça aujourd'hui. Mais il est arrivé, puis c'était pas Wayne Gretzky là, ou Brett Hull, mais ça a vraiment été la pièce parfaite au moment parfait. Oui, et il était là les 4 ans que les Islanders ont gagné la Coupe. Et ça a lancé une tendance. Oui, parce que 10 ans plus tard, les Penguins de Pittsburgh de Mario Lemieux, à l'aube de leurs 2 coupes consécutives, trouvaient que ça prenait un deuxième centre de plus haut calibre. Et on est allé chercher le futur membre de Temple de la Renommée, Ron Francis, qui était également un vétéran, presque une trentaine d'années, mais qui avait encore beaucoup d'essence dans le réservoir. Ouais. Et également un défenseur défensif format géant, Ulf Samuelsson. Et salaud. Oui, en plus. En retour, encore là, pas de compensation future, mais d'un joueur plus jeune, John Cullen, qui marquait beaucoup de points, et Zarly Salapski, un défenseur qui avait quelques années d'expérience. Alors encore là, les Pingouins gagnent 2 Coupes Stanley et Ron Francis a eu des années exceptionnelles à Pittsburgh. Ouais. Et là, c'est là que les équipes se sont dit, bon, mais la date limite des échanges, si ça a marché dans ces 2 cas-là, qui sont pourtant, écoute, des cas uniques, bien là, tout le monde a voulu acheter son billet de loterie à date limite des échanges, puis ça s'est transformé au fil des années en camp de vendeurs versus camp des acheteurs. Mais... écoute, il y a d'autres cas quand même où ça a pu fonctionner. Là. Oui, bien, Pierre Lacroix, directeur gérant de l'Avalanche du Colorado, lui était passé maître dans l'idée d'aller chercher des joueurs de location, des joueurs à qui il restait peut-être 1 an ou 2 de contrat. Et ça n'a pas toujours marché, mais il y a 2 fois où ça a marché. En l'an 2000, il est allé chercher Raymond Bourque
en fin de carrière à Boston, mais qui était encore quand même un bon joueur. Il n'a pas gagné la Coupe Stanley en 2000, mais il l'a gagné en 2001. Et en 2001, il a récidivé en allant chercher Rob Blake, qui était encore très, très bon à Los Angeles comme défenseur, un des meilleurs défenseurs de la Ligue. En retour, il a donné 2 premiers choix et un jeune joueur, Adam Denmarsh. Ça a dû lui faire mal de donner Denmarsh, mais Denmarsh, à cause des blessures, sa carrière a été coupée assez court. Et l'Avalanche a gagné la Coupe. Alors, ça a donné des idées, ça a permis à cette notion-là de survivre. Parce que ça marche pour moi. Mais tu sais, ces années-là, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a plein d'autres équipes qui ont fait la même chose puis que ça n'a pas fonctionné. Ouais. Mais on se souvient tout le temps de celui qui gagne. C'est pour ça. La preuve, regarde, Pittsburgh en 2007 l'a fait en allant chercher Marian Hossa, mais ils n'ont pas gagné. Exact. Mais l'histoire de l'échange de Marian Hossa en 2007, j'émais que tu nous racontes, Mathias, écoute, l'incident. Un incident. En fait, j'en ai eu pour 15 ans à me faire... toi, tu étais quand même de ce monde, évidemment. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si tu suivais le hockey encore. Oui. Tu étais un joueur d'échecs. En 2007? Oui. Oui, j'avais presque 20 ans. Alors, ce qui est arrivé, c'est que les négociations étaient avancées entre le Canadien et les Thrashers d'Atlanta pour Marian Hossa. Et cette journée-là était particulière parce que les Thrashers, la journée de la date limite des échanges, qui se terminait vers 3-4 heures, étaient à Montréal. Donc, le seul endroit dans la Ligue nationale où Marian Hossa aurait pu jouer le match le soir même, c'était à Montréal. Alors, son représentant, puis c'est pas le Canadien, son représentant chez Warrior lui a fait une paire de gants bleu, blanc, rouge. Et ça, je l'ai su. Et au cas où il soit échangé à Montréal, parce que ça bougeait. Alors, j'ai fait un article en disant « Il y a des négos ». Je n'ai pas dit « L'échange est fait ». J'ai dit « Il y a des négos ». C'est proche, quand même. On a fait faire la compagnie a fait faire des gants au cas où il soit échangé. Et là, finalement, on le sait que Don Waddell a changé son fusil d'épaule au dernier moment. D'ailleurs, ça a été confirmé publiquement par Bob Gainey, qui s'est senti floué par Waddell, parce que, écoute, si la date limite était à 4 heures, à 1h59, Waddell s'est tourné vers Pittsburgh, a fait l'échange avec Pittsburgh. Fait que là, je peux te dire que j'en ai entendu parler pendant longtemps. Écoute, ça a pris 15 ans. Ça a pris jusqu'à temps que... L'autre truc qu'il faut que j'ajoute, c'est que, comble de malheur pour moi, dans cette semaine-là, Marcel Hossa, qui entre-temps avait été échangé aux Rangers depuis ce temps-là, qui porte des gants bleu, blanc, rouge, a reçu au Centre Bell une commande de gants qu'il a pris physiquement pour récupérer. Alors, 2 frères, Hossa, avec des gants. Et moi, c'est pas des gants que j'avais vus au Centre Bell. C'est des gants qu'on m'a dit que la compagnie Warrior avait fait faire pour... Mais là, évidemment, que le hasard est c'est tellement gros qu'on a fait une association. Puis, écoute, je me suis fait écœurer pendant 15 ans, jusqu'à temps que Pierre Gervais, qui évidemment, avec qui j'ai écrit un livre et qui a été directeur, qui a été gérant d'équipement pendant toutes ces années-là, a confirmé publiquement que oui, l'histoire était véridique. Fait que ça m'a acheté. Écoute, il y en a encore un par année qui revient, qui a manqué la confirmation. Mais à l'époque, je te dirais que c'était entre 20 et 40 par année. Là, mais c'est quoi qui te reprochait d'avoir dit qu'on était pour avoir? De m'être trompé, puis que les gars n'existaient pas. Ben là. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Il s'est trompé, le tata, c'était les gants de Marcel. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Ouais. Fait que il a fallu que Pierre soit à la retraite pour... parce que Pierre pouvait pas le confirmer. Il voulait pas mettre le rep dans l'embarras. Fait qu'il ne fait pas le confirmer à ce moment-là. Il voulait pas briser les... Ben oui. Fait que c'est ça. Le rep de Warriors s'en était vanté dans une chambre de hockey. Autrement dit, il a mis des gants blancs. Il a mis des gants blancs. Un autre, le dernier bon coup que je voulais souligner, c'était les Kings de Los Angeles, plus récemment, en 2014. Ouais. 2 choix de deuxième ronde en retour de Marian Gaborik, qui était souvent blessé en fin de carrière, mais qui avait encore du jus dans le réservoir. 14 buts en série. Wow, ouais. Et les Kings gagnent la Coupe Stanley. Mais il y a eu des moins bons échanges. Et on n'a pas donné de choix de premier tour. Puis ça, on le voit de plus en plus maintenant aussi, des équipes donner 2 choix de deuxième tour au lieu de donner des choix de premier tour. Ça peut être à l'avantage des 2 clubs. Tu as des clubs qui préfèrent
ne pas gaspiller un choix de premier tour. Puis tu as le club qui reçoit, j'imagine, toi, tu t'aimais ça? Ben moi, Quand je me t'étais dis dans que le tant domaine, qu'à avoir le 29e choix, Ouais. donne-moi le 34 puis le 53. Ouais. Parce que entre 25 et 60, de toute façon, personne n'a les Oui, mais mêmes le listes. 34, c'est rare que tu vois le 34 avec une équipe de tête, là. Non, parce que des fois, s'ils donnent 2 choix, c'est parce qu'ils vont échanger un choix qu'eux avaient déjà Ouais. obtenu d'une C'est autre ça. équipe. Ouais. Alors, c'est pour ça que je donne cet exemple-là. OK. Ouais. Bon. Allons-y avec ceux qui écoutent les catastrophes. Appelons ça des catastrophes. Puis il y en a une, d'ailleurs, qui nous avait beaucoup secoué ce jour-là. Écoute, on hallucinait, on pensait pas que c'était possible. Les Capitals de Washington, en 2013, veulent faire du chemin en série. Ils ont une grosse équipe avec Ovechkin, Backstrom et compagnie. Mais ils recherchent l'ingrédient manquant. Ils recherchaient leur Butch Goring. Et ils ont jeté leur dévolu sur Martin Erat, qui avait été quand même un joueur qui avait une pas pire Un carrière, gars de 65 points et Oui. plus par année. mais qui était sur la pente descendante à Nashville. Ouais, il n'était pas si vieux, mais il était sur la pente descendante. Ah, Puis ouais. il avait eu un hiver difficile, là, avouons-le. Là. Oui. Alors, pour moi, ça valait un choix de 2. Mais, Ah oui, à ma grande surprise, ils ont donné leur espoir, Philippe Forsberg. Le premier choix de l'année précédente, 11e au total, Ouais. que Simon, d'ailleurs, avait premier sur sa liste en 2012. En 2012, oui. Fait que toi, tu as vraiment avalé ton beefsteak de travail. Ben, là. écoute, j'ai pas compris. Ouais. J'ai pas compris, mais Ça- qu'est-ce que tu veux? On n'échange jamais des espoirs de premier plan pour des joueurs de... Écoute, c'était-tu un C'est la joueur dernière de fois que c'est location arrivé. ou C'était il la restait der- une c'est année? un joueur de location, mais c'est la dernière fois que Puis c'est Rat arrivé. n'a fait que passer. Ça a été un désastre total. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que George McPhee, qui est aujourd'hui à Vegas, qui a été directeur général et qui est maintenant président, je l'avais interviewé quelques années plus tard au téléphone. J'étais seul avec lui. Puis évidemment, c'est pas le genre de questions qu'on aime poser. Mais j'avais pas le choix. J'ai dit, si jamais cet échange-là était à refaire, puis là, écoute, il pousse un soupir. Il a été très honnête, puis j'ai aimé sa réponse. Il dit, c'est sûr que c'est le pire coup de ma carrière. Mais et c'est drôle, des fois, tu sais, dans la vie, les circonstances. Il dit, mon recruteur en chef, qui s'appelait Ross Mahoney, il dit, pour la première fois en 15 ans, il dit, il a dû s'absenter pour des raisons personnelles. Il dit, à chaque date limite des transactions, je l'avais toujours à mes côtés dans la chambre de guerre. Là. Je ne sais pas comment traduire ça de l'anglais. Et il dit, c'est la première année qu'il n'était pas là. Puis il dit, s'il avait été là, c'est sûr que je ne faisais pas cet échange-là, il m'en aurait empêché. Fait que c'est fou quand même de penser... je Ouais, sais puis à pas ce qui moment-là, va- ben, souvent, les directeurs gérants sont pas très, très familiers avec leurs espoirs, autant que le recruteur-chef. Ben, il n'y avait aucune idée. Même si Alors, ça faisait juste un an, David Poyle a dû demander Forsberg, puis là, il est 3h moins 1, alors, OK. ça a vraiment C'est ça. dernière minute là, Ouais. dans cette journée-là. Ouais, là. ça a été pas un un- dernier échange. C'est pas un drapeau rouge, justement, de faire un échange comme ça à la dernière minute? Autant à la dernière minute? Ben, c'est sûr. Ah oui. Ben, c'est pour ça que c'est une journée Ben oui. qui peut être catastrophique pour des organisations. Forsberg est devenu une superstar à Nashville. Erat ne fait que pas. Imagine Forsberg encore à Washington. Écoute, ça change le destin Ouais. d'une organisation. Là. Ben oui. Oui. Au moins, ils ont gagné une coupe après, mais McPhee s'est retrouvé ailleurs, Ouais. un peu à cause de cet échange-là. Ça y a à coûté Vegas- probablement son poste. Ah là, oui, ouais. ah oui. Mais à Vegas, il s'est repris à la date limite des transactions il y a quelques années en allant chercher Mark Stone. Ouais. En retour d'Éric Brandstam et d'un choix de deuxième tour. Pierre Dorion qui était très fier de cet échange-là dans la conférence de presse qui a suivi. Mais Brandstam, on se rend compte aujourd'hui que, bon, défenseur de troisième paire. Qu'on croyait offensif. Ouais, qu'on croyait offensif, qu'il n'est pas tant que ça, qui n'est pas très, très défensif non plus, pas très costaud. Alors, probablement un joueur dont les jours sont comptés à Ottawa éventuellement. Je l'aimais, moi. J'aimais son potentiel. Oui. Oui. Mais c'est pour ça que les petits défenseurs, c'est difficile à évaluer. Ouais. Il y en a, ça marche, il y en a, ça marche pas. Puis c'est très, très difficile de déterminer à 17, 18 ans lequel va percer puis lequel Ben, ne c'est percera ça. pas. Puis tu vois, écoute, là, c'est pas un échange à date limite des transactions, mais Martin Lapointe avait avoué à Louis-Jean à l'époque l'échange de Pacioretty. Marc Bergevin, au début des négos, lui lance un premier nom, Cody Glass, sixième choix au total en 2017, versus Suzuki. Et j'aurais probablement pris Glass
moi aussi, à ce moment-là, qui est un grand centre droitier, star de l'équipe canadienne junior. Probablement que tu aurais pris Glass toi aussi. Oui. Avant Suzuki, tu sais, c'était le gros joueur, le gros centre d'avenir, costaud en plus. Et finalement, McPhee dit « Pourquoi vous ne voulez pas Suzuki à la place? » Et là, Bergevin se tourne vers ton ami, Trevor Timmins, puis il dit « Est-ce qu'on prend Suzuki? » Puis Timmins a dit « Oui. » Mais Cody Glass, joueur de la Ligue junior de l'Ouest. Ouais. Nick Suzuki, joueur de la Ligue junior de l'Ontario. Ouais. Quand tu hésites entre les deux, maintenant, je prends le gars de l'Ontario. Ouais, hein? Talent égal, ça n'existe pas, C'est mais on une peut ligue dire... plus difficile. C'est une ligue plus difficile. Il y a un certain Logan Mayou qui a évalué là. Oui. Je fais Mais ça. à 17 ans, il a joué en Suède. Ouais. Oui. En Oui. troisième division en Suède, Ouais, parce que c'est c'était ça. fermé. Ça, c'est des années qui sont compliquées parce que... C'était Ben, en fait, c'est c'était dur compliqué d'évaluer les pour joueurs. toi, pour moi, pour toi, puis pour le monde entier. Ah oui. C'est top. On ne serait pas assis ici comme ça. Non, exactement. Est-ce qu'on a fait le tour ou il y en a d'autres, des Ah, on a désastreux, fait le tour. là? On a fait le tour. Moi, j'ai juste une question pour vous, les gars. Tu sais, on parle de cupidité des directeurs généraux. Est-ce que, à votre avis, c'est plus important d'avoir une fiche à son compte, une coupe à son compteur ou d'avoir une équipe qui est bonne dans le temps? Ben, moi, je trouve que c'est dans ta façon d'évaluer ton échange. Et de plus en plus, ce que fait le Lightning et de plus en plus d'équipes, c'est qu'ils vont aller chercher un joueur qu'ils peuvent conserver. Un joueur de location proprement dit, tu n'échanges pas un Forsberg ou un choix de premier tour ou, tu sais, à la limite, tu es vraiment pacté, puis tu es sûr que, ben, pacté dans le sens, tu es une grosse équipe, puis tu penses que ça va être un 31e choix. Là, tu peux te le permettre, mais moi, je préfère avoir un gars que je peux garder peut-être une année supplémentaire pour te donner une deuxième chance. C'est ce que Tampa avait fait avec Barclay Goodrow et Eagle. Eagle, Oui. entre autres, Oui. qui est encore là puis qui Oui. va très bien. Fait que c'est le type de transaction que je fais, puis c'est une tendance de plus en plus forte dans les Mais si tu me donnes... Idéalement, tu veux être prétendant chaque année. Oui. Les Sharks de San Jose l'ont été pendant quinzaine d'années, je dirais. Prétendant. Ils n'ont jamais gagné. Donc, une finale seulement. Est-ce que j'aimerais mieux en gagner une, puis le reste du temps végéter? Ben, c'est pas l'idéal. Idéalement, tu veux être prétendant puis en gagner une coupe, ou deux, ou trois. Mais je te dirais que si tu me donnes le choix entre une coupe ou être prétendant puis jamais la gagner, je vais prendre ma. Oui, mais ça ne veut pas dire que parce que tu fais l'échange... Regarde les Panthers de la Floride. Ils ont fait leur gros échange pour Matthew Tkachuk l'été précédent. Ouais. Je sais qu'ils ont eu de la difficulté à se classer en série. Ils atteignent la finale de la Coupe Stanley, alors qu'on avait traité Bill Zito de perdant le jour de la date limite des transactions parce qu'il n'a pas bougé. Vegas, ça entre un peu dans le type d'échange que j'aurais fait. Ils vont chercher Barbachev, qui était super en série, pour Zach Dean, un choix de fin de premier tour en qui ils ne croyaient plus. D'ailleurs, si tu vois la tendance inversée, souvent, tu vas aller chercher un joueur comme Newhook ou Dak qui commence à être établi pour avoir plus d'assurance. Ben, quand tu échanges un espoir, ben, tu préfères échanger un espoir en qui tu crois moins que de donner le choix de premier tour puis peut-être avoir une chance de repêcher quelqu'un d'intéressant. Fait que Washington, l'année de la Coupe, ils ont rien fait. Ils ont même dégarni. Rappelez-vous, Carl Osner a choisi Montréal sur le marché des joueurs autonomes. Puis il avait dit, je pense que mes chances de gagner la Coupe sont meilleures à Montréal qu'à Washington. Fameuse déclaration. Famous last words. Alors, Washington avait dégarni et n'avait rien fait ou presque à la date limite des transactions. Il gagne la Coupe Stanley. Fait que c'est pas une garantie. Souvent, c'est les petits gestes qui sont les meilleurs. Exactement. Tu sais, tu vas te chercher un Nick Paul ou un joueur comme ça, juste pour un Pat Maroon, juste pour compléter ton alignement. Exact. Puis souvent, ça va aller mieux que le gros flash qui risque peut-être même de débalancer la chimie de tes deux premiers trios. Puis là, en ce moment, tu sais, c'est ça, à Vancouver, ça va moins bien depuis que Lindholm est arrivé. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se replacer, mais tu as tout le temps un risque de briser ta chimie. Ouais. On est rendu à 2011 déjà dans nos visites revisites de repêchage. Et c'est une année intéressante parce qu'on a peut-être sous-évalué la qualité de ce repêchage-là. Simon, toi, essaie de te replonger dans l'époque. Oui. Le problème souvent quand on évalue un repêchage, c'est qu'on va évaluer la qualité d'un repêchage en fonction du premier ou du deuxième ou du troisième choix. Tu sais, vraiment le top 3, le top 5. Et cette année-là, il n'y avait pas vraiment de grandes vedettes qui devaient sortir de ce repêchage-là. Et je dis bien
devait sortir. Ouais. Parce qu'il y en a une qui est sortie. Ouais. Bon, c'est Ryan Nugent-Hopkins qui est sorti le premier, une saison de 100 points l'an dernier, mais c'est pas non plus ce qu'on peut qualifier d'une super vedette. Ça a été vraiment surprenant, sa saison de 100 points l'an dernier. Oui. Là. Ça Oui. sortait de nulle part parce que c'était un gars de 60, 60 de 70. points pendant c'est toute ça. sa carrière, puis il les a fait à quoi? 28, 29 ans, ces 100 points-là. Exactement. Ouais. Exactement. Alors, voici, cette année-là, les recruteurs se sont quand même pas trompés beaucoup parce que dans le top 10 des choix, il y a 6 de ces gars-là que si on refaisait le repêchage en ce moment, au total des points, ils sont dans le top Veux-tu 10. nous donner un aperçu des premiers joueurs qui sont sortis? Oui. Alors, Nugent-Hopkins sorti premier, Gabriel Landeskog deuxième, Jonathan Huberdeau troisième, Adam Larsson quatrième, Ryan Strome cinquième, Mike Zibanejad sixième, Mark Scheifele septième, Sean Couturier huitième, neuvième Dougie Hamilton et dixième Jonas Brodin. Écoute, c'est un gros top 10 là, de qualité. C'est Là. un gros top 10 de qualité, mais le meilleur joueur de ce repêchage-là est sorti en deuxième ronde et lui, c'est une véritable Fin super de étoile. deuxième ronde. Probablement un futur membre du Temple de la Renommée, Nikita Kucherov. Oui. Bon. Et il y en a un autre choisi plus tard en quatrième ronde qui a une très, très bonne carrière. C'est Johnny Gaudreau. Oui. Mais là, évidemment, que la première question que les gens qui sont en train de nous écouter en ce moment se demandent, c'est Snake, où étaient Kucherov et Gaudreau sur ta liste? C'est sûr que Bon. on ça, est curieux. Oui, ça, c'est une bonne question. Kucherov, je ne l'avais pas évalué pour la bonne et simple raison qu'à l'époque, il jouait dans la MHL. Ouais. La MHL, qui est la Ligue junior de Russie, mais il n'y avait pas de vidéo disponible dans le temps. Ah. Alors C'est oui, quand il est même venu une bonne jouer raison, dans hein. la Ligue de hockey junior majeur du Québec par la suite, mais là, le repêchage était déjà fait. Tu n'avais aucune idée de qui c'était. Là. Non, à part des statistiques. Ouais. Alors, on voyait qu'il avait bien fait dans la MHL. Ouais. On regarde des statistiques, mais moi, je n'ai pas l'habitude de donner des évaluations de joueurs basées sur des statistiques. C'est sûr. Heureusement, maintenant, on peut tous les voir jouer. Gaudreau, je l'avais vu dans la USHL. Encore là, très bonne année. Moi, peut-être, j'aurais pris une chance en deuxième ronde, mais je trouvais qu'il y avait quand même un physique vraiment pas imposant. Alors, c'est un gars, peut-être, j'aurais pris une chance en deuxième ronde, mais sans grandes attentes. OK. Mais dans ce repêchage-là, moi, je vais attirer l'attention sur 2 joueurs. Un dont j'avais beaucoup parlé à l'époque et un autre sur lequel je me suis complètement fourvoyé sur son potentiel, mais ça a été un petit peu bizarre, ça s'est passé sur le tard. JT Miller. Moi, le soir du repêchage, j'avais fait le clavardage avec toi, Mathias, et j'avais écrit, au moment du choix de Miller, 15e par les Rangers, comment on peut choisir un joueur de 3e trio aussi haut? Et JT Miller, pendant des années, m'a donné raison. Jusqu'à ce qu'il soit échangé à Vancouver. Et là, il est devenu un gars de 100 points. Ouais. 90, 100 points. Écoute, encore une fois, ta franchise t'honore. Ben, Ça peut arriver. écoute, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je la comprends pas, l'explication. Je regarde aller JT Miller en ce moment à Vancouver, puis c'est pas un feu de paille. C'est Non. un excellent joueur offensif. Et curieusement, il y a des lacunes défensives, alors qu'au repêchage, on nous le vendait comme un joueur complet. Ouais. Une métamorphose complète de joueur-là. Alors ça arrive de temps en temps. Et un autre dont j'avais beaucoup parlé, c'était Matt Pumple. Ah, lui, tu n'as Oui. entendu parler. Oui, hein. j'avais Je pense achalé que bien dans du ton monde. sommeil, tu Oui. entends ce nom-là. Là. Mais là, à tort, il y en a qui disent, tu disais que c'était le meilleur joueur du repêchage. Non, je ne disais pas que c'était le meilleur joueur du repêchage. Mais c'était mon coup de cœur. Qu'est-ce que c'est pour moi un coup de cœur? C'est un gars qui est choisi plus loin que moi je le choisirais et qui a du succès. Exemple, l'an dernier, 26e choix, Quentin Musty des Sharks de San Jose, que je vois beaucoup plus gros qu'un 26e choix. Pumple, lui, était sorti avec les Sénateurs d'Ottawa au 24e rang. Pour moi, c'était un top 10. Ouais. Pourquoi c'est un top 10? Moi, je voyais en lui un marqueur de 30 buts. Pas nécessairement un joueur complet, mais un gars de 30 buts, ça vaut son pesant d'or. Et moi, je croyais que Pumple aurait une carrière de 12-13 ans à marquer 30 buts. Ouais. Il ferait 300-400 buts dans sa carrière. OK. Il y a eu un tour de chapeau une fois avec les Rangers. Ça a été vraiment un éclair d'une soirée. Et puis, c'est un joueur qui a roulé sa bosse dans la Ligue américaine. Est-ce que je suis prête à dire carrément que je me suis trompé à 100%?
Tyson Jones, oui. Lui, non. Pumple, à Ottawa, avait connu des bons camps d'entraînement, mais il y a une fois, il a été blessé, puis une autre fois, on l'a retourné dans les mineurs sans aucune raison. Puis j'ai l'impression qu'à Ottawa, je ne sais pas si on n'a jamais cru en lui, mais il n'a jamais vraiment eu sa chance. Ouais. Bon, Le bon je ne sais joueur pas, toi, va qu'est-ce que finir tu en par penses? Le bon joueur va finir par passer, là. C'est T'arrêtes ça. pas une rétrogradation, là. C'est ça. Ouais. Faut pas que tu t'arrêtes à une rétrogradation, c'est vrai. Alors, C'était quoi tes choix au sommet? Ben moi, mes choix au sommet, j'avais Hopkins premier. OK. Je te dirais un peu par défaut. J'avais Ryan Strome deuxième. Ça, c'est un bon joueur, mais vraiment pas du calibre d'être choisi deuxième. Ça, je l'ai regretté comme choix. Et puis, après ça, j'avais Jonathan Huberdeau, Oui. choisi troisième, et puis qui a eu une belle carrière. Ouais. Alors, vois-tu, ça a été Adam Larson, je l'avais beaucoup plus loin. OK. Moi, je ne comprenais pas que ce gars-là était un choix top 10. C'était pour moi un défenseur défensif Ouais. qui a son utilité, mais qui n'a absolument pas d'affaire à être choisi aussi loin. Il y a des haut. pires choix, il y a des pires quatrième choix au total, mais quand même, quand tu regardes le top 10, c'est sûr que Brodin, j'aime beaucoup Brodin, là. 10e, là. Oui, 10e, ça peut aller. Et qu'est-ce que tu as pensé du choix du Canadien? Nathan Beaulieu au 15e rang? Ben, vois-tu, Nathan Beaulieu, je ne l'haïssais pas, Ouais. mais pour moi, c'était Pumple. Ouais. Tu aurais voulu qu'il prenne Pumple là. Ben oui, moi, je me disais, c'est le temps de prendre Pumple, parce que, n'oublie pas, autour, il n'y a pas eu des super joueurs qui ont été repêchés, à part 2 rangs plus tard, Oscar Klefbom. Oui. Oscar Klefbom, qui, s'il n'avait pas été blessé, Exactement. serait encore avec les Oilers c'est d'Edmonton. Il avait une belle carrière, bon défenseur two-way. Alors, c'est ça. Fait que le Canadien, on peut pas dire que ça a été un succès, mais on peut pas dire qu'ils se sont fourvoyés. Beaulieu, c'est quoi? Tu dis, quand même, ils ont un C'est bon correct. défenseur, Je m'étais dit, c'est correct. Je voyais Beaulieu peut-être comme un numéro 4. Bon. Écoute, il ne s'est pas aidé non plus. Il a eu une longue carrière quand même, mais écoute, je suis sûr que lui-même, il ferait peut-être preuve de plus de discipline dans sa vie personnelle si c'était à refaire. J'entrerai pas dans les détails, mais tu as des joueurs comme ça plus jeunes qui peut-être manquaient un peu de sérieux. Là. Ça n'a pas aidé. Pendant qu'on est parti dans les confessions, numéro 11, Colorado, Duncan Siemens. Tu vois comment même les bons recruteurs se trompent? Duncan Siemens, qui a joué 20 matchs dans la Ligue nationale. Ouais. Moi, Siemens, je l'aimais. OK. Parce que je voyais en lui, pour les plus vieux, le futur Scott Stevens. Pas nécessairement un joueur aussi bon offensivement, mais un joueur capable, finalement, d'agir comme un mur à la défense. Okay. Moi, je me suis dit, les joueurs adverses vont arriver, là, ils vont voir Duncan Siemens, et ça va faire boum, puis ils vont tomber par terre. Es-tu sûr que tu n'as pas travaillé pour l'Avalanche, puis tu nous l'as pas dit, undercover? Tyson Jones au 10e rang, Duncan Siemens. Pour moi, tu nous caches des choses. Oui, j'aimais Rantanen aussi. Bon. Oui, ben, on dirait qu'on choisissait les mêmes gars de ce côté-là. Siemens, ce qui est arrivé, c'est que son coup de patin était vraiment, vraiment, vraiment en deçà de la moyenne. Et Genre Connor Geeky ou pire? Tu sous-estimes l'accélération d'un gars comme Geeky. Il mesure 6 pieds 4. Il y a bien des joueurs de cette grandeur-là qui n'ont pas l'air si rapides que ça, mais qui sont capables de se rendre du point A au point B. Si je te pique pas, je t'aimerais pas. Alors, je le sais, mais moi, je suis capable de me défendre. mais Siemens, c'était vraiment terrible. Pas de jeu de pied. Ouais. Les 2 pieds dans le ciment. Tu sais, autrement dit, ce que je disais de Jared Tenordi, on en a parlé à l'autre épisode, ben, c'était le cas de Tenordi Siemens. était plus mobile quand même. C'est juste qu'il ne savait pas quoi faire. Il Non, est mais c'est encore parce qu'il ne là. savait pas quoi faire avec un bâton. C'est ça. Et Siemens, ça a été vraiment... Mais tu sais, à l'époque 2011, l'idée de la rapidité du jeu, le jeu n'était pas aussi rapide qu'aujourd'hui. Ouais. Alors, il y a comme eu peut-être une transition. Un gars comme Siemens, aujourd'hui, il sortirait peut-être pas dans les 5 premières rondes. C'est sûr. Mais à l'époque, on se dit... Quoique, on a vu encore, même l'an dernier, des défenseurs... Oui, les gros défenseurs. Ben, moins peut-être mobiles, deuxième. ouais, Peut-être c'est ça, deuxième. c'est ça. Alors, dans les choix plus loin également qui ont eu du succès, André Palat, 7e ronde, Vincent Trocheck, Jean-Gabriel Pajot, Andrew Shaw. Donc, il y avait quand même des joueurs dans ce repêchage-là pas mal plus intéressants que ce qu'on aurait pu croire
au départ. Écoute, t'aimes pas frapper fort, là. Oui. Deuxième tour avec Kucherov, 7e tour avec Palat. Palat. Puis leur choix de premier tour, c'était pas Namestnikov, Oui. qui Namestnikov. quand même était le moins bon des trois, là, Ouais, évidemment. qui a quand pas même de joué loin. 685 matchs. Oui, mais qui n'a pas été à la Alors, hauteur oui. de... Philippe Danault aussi choisi en fin première. À ce moment-là, moi, Philippe Danault, je me souviens que je parlais d'un joueur de 4e trio. Ouais. Écoute, autrement dit, Mathias, le 2011, dans mon cas, là, ça a été catastrophique. J'aurais Ah oui, perdu ma job. Ben, si tu veux, on peut couper ce segment-là. Hein, Non, on hein? n'est pas, non, on ne Pag. coupe pas. On va couper. Écoute, Mais, c'est mon pire repêchage, c'est mes pires évaluations. J'ai honte. Mais il s'est-tu passé quelque chose dans ta vie en 2011 qui a fait en sorte que... oui, C'est là que je t'ai commencé rencontré? à faire des clamardages avec toi. Ben, tu vois, ça s'est replacé. Bon, ben écoute, un autre épisode. Oui, vas-y. Mais c'était juste pour poser la question. On parlait justement de Tu veux pas du nous laisser Lightning. partir, toi? Non, Fais restons ça. là. Est-ce que vous diriez que le Lightning est meilleur pour repêcher ou pour développer? Ah, c'est une bonne question. Mais moi, je pense que les deux sont importants. Oui. Et évidemment que le développement est probablement plus important à la limite. Tu regardes un gars comme Braden Point qui avait des problèmes qui patinaient pas très bien. Et là, on le soumet au régime d'entraînement de Barbara Underhill, qui est une ancienne championne de patinage. Il a vraiment amélioré son patin. Fait qu'il y a une question de culture, de développement. C'est sûr qu'un joueur qui n'a pas de talent, il n'y en aura pas. Mais pour moi, le développement est extrêmement important. Puis on l'a vu avec le Canadien, d'ailleurs, que les dernières années de Timmins étaient meilleures que son gros passage à vide de 2008 à 2015. Là. Alors que Timmins était directeur du développement. Ouais. Oh. Mais si tu vois, il y avait trop de C'est peut-être pas une bonne tâches. idée. Il y avait Parce trop que de tâches. dans le développement aussi, Mathias, tu parles, oui, de l'amélioration de certains aspects du jeu, ça c'est sûr. Mais il y a une autre chose aussi. Envoyer le joueur dans la bonne ligue, dans la bonne équipe, au bon moment. C'est sûr que si le joueur que tu retournes au junior, tu n'as pas un mot à dire sur ce qui se passe dans son équipe junior. Sauf que, exemple, lorsque tu repêches un joueur en Europe, essaie de l'amener le plus rapidement possible en Amérique. Regardez, Dans la- Slavkovski, Oui. qui prenait des mauvais plis en Finlande, puis on a critiqué la décision de le garder à Montréal. On voulait corriger. On disait il y a trop de failles dans son jeu. On veut l'avoir avec nous. Regardez ce qu'il fait aujourd'hui. Regardez Caulfield, dans la première moitié de saison, qui prenait des mauvais plis et qui a changé, qui est devenu un joueur plus complet quand même depuis quelques semaines. Ça, c'est du développement. Tu peux perdre quand même des bons joueurs avec du mauvais développement. L'année Puis de regarde, Reinbacker, ça pourrait-tu lui nuire? Engstrom et Randbacker, dont on a parlé la semaine dernière, au plus vite, ces gars-là doivent Ouais. s'en venir ici. Parce que Ouais. c'est les ligues de Suisse et de Suède, Ah. c'est pas là que tu te développes pour la Ligue nationale. Même Randbacker, j'aurais souhaité qu'il soit ici à Ben Laval. oui, Ben oui. oui, oui. La preuve, New Jersey l'a fait avec Simon Nemetz à 18 ans. Tu sais, Je me demande si on n'a pas eu peur, parce que rappelez-vous que Slav s'était pas développé encore, il y avait des problèmes de confiance. Slavkovski, il avait été affecté par tout ce qu'on disait. Ah, c'est-tu un flop? Fait que je pense qu'on a voulu éviter ça à Reinbacker. On a dit on va l'envoyer loin des feux de la rampe. oui, surtout que bien des Tranquille. fans voulaient Mitchkov, là. Oui. Oui. Alors, je pense que c'est ça qui a motivé la décision. Puis en bout de ligne, garde, Mais moi, je trouve qu'il a pas été. Je l'ai trouvé bon cette année. Ensuite, je sais que bon, l'équipe n'était pas forte. Il y en a qui l'ont descendu un peu dans leurs évaluations. Il y en a qui commencent à être un petit peu sceptiques. Moi, je maintiens que c'est le meilleur espoir du Canadien. Je le contrairement maintiens. d'ailleurs, et on respecte chaque liste, mais Stéphane Leroux a Logan Mailloux devant lui. Je pense Ouais. que c'est Hudson, Mailloux et Reinbacker. Tu vois, écoute, c'est des Mais- bons mais- sujets de discussion. C'est ça, mais Stéphane a expliqué à un lecteur qui lui a écrit que Mailloux est déjà dans la Ligue américaine. Ouais. Alors, des fois, quand on fait des évaluations comme ça, on a tendance à regarder aussi où le gars est rendu. Les deux sont importants. Tu sais, Ouais. La projection future, mais également où le gars est rendu. Alors, c'est sûr qu'un gars qui est déjà dans la Ligue américaine par rapport à un gars qui est encore en Suisse, Ouais. ben, le gars de la Ligue américaine, moi, je vais lui donner priorité. Mais si je fais de la projection future, moi, j'ai Reinbacker bien avant Mailloux. C'est ça. Alors, tu sais, ça dépend comment tu vois ça. Il est trop tôt encore pour juger. Je comprends. Est-ce que c'est bien? Écoute, moi, je serais resté encore, puis Simon aussi, puis toi aussi, Ouais. mais on veut pas... on est correct. On a fait est correct. notre heure, hein, je pense. Ouais. Fait que, On a assez travaillé. merci à tous d'avoir été avec nous. Pag, Simon?
Mathias? Un autre épisode qui a passé trop vite. Oui. Et qu'on se dit à la semaine prochaine, après la fameuse date limite des transactions. You win. Processus. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert.